Bonjour Dr Vimeno. Bonjour Jérôme. Bienvenue dans l'œil de l'e-santé spécial Tech for Health. Donc on est ici au Parc Expo pendant 2 jours pour découvrir les technologies au service de la santé. On a 2 thématiques importantes pour cette première édition en 2025. C'est bien sûr les technologies au service de l'efficience, comment elle peut aider l'ensemble des acteurs du système de santé. Et puis le deuxième qui est de donner des exemples très concrets et notamment avec les problèmes de santé. Ça tombe bien. C'est votre mission, vous êtes médecin généraliste à Annecy. Il y a cette volonté aussi de donner des exemples très concrets sur l'ensemble des territoires en France. Et donc on voulait, dans l'œil de l'e-santé, dans l'interview en marchant, avoir votre point de vue, votre vision. Vous êtes très impliqué dans la santé numérique, de savoir comment vous percevez, vous, l'apport des technologies, mais pas de manière, on va dire, globale ou systémique, mais surtout dans votre pratique clinique au quotidien. Je dirais que j'ai un regard curieux sur l'innovation afin de mettre de l'humain grâce à la tech. C'est-à-dire que là où il ne faut pas qu'on se trompe, c'est qu'il ne faut pas que l'humain serve à la tech, il faut que la tech serve à l'humain. Et là, on aura commencé à comprendre l'intérêt de l'usage, en tout cas de la tech, au service de l'humain. Franchement, c'est mon leitmotiv aujourd'hui, c'est vraiment mon dada, c'est de pouvoir pousser les innovations et les investisseurs, les startups, à pouvoir se mettre à notre niveau. Les patients ont besoin de nous, nous avons besoin de la tech à leur service. Alors, concrètement, vous, quand vous êtes à Annecy et que vous recevez en fait des patients, c'est quoi leur perception par rapport à cette technologie? Est-ce que vous pensez que, on sait que 88% des Français pensent que la e-santé peut être une vraie réponse pour leur parcours de soins? Vous, en tant que médecin généraliste, quelle est votre vision et quelle est celle de vos patients? Ma vision est qu'aujourd'hui, les patients peuvent largement comprendre leur propre intérêt de l'usage de toutes ces technologies numériques du digital. C'est-à-dire qu'il faut passer, je dirais, les certitudes et les croyances sur le fait que des patients âgés ne pourraient pas éventuellement utiliser la tech, le digital, etc. Arrêtons, quand ils ont compris qu'ils ont un intérêt eux-mêmes à pouvoir nous apporter des datas, tout simplement, avec des dispositifs médicaux, avec des objets connectés, etc. Ils le font, et c'est eux qui vont nous faire changer. Parce que il faut que les médecins comprennent qu'il y a un virage numérique à l'heure actuelle qu'on n'arrive pas à maîtriser, et ça fait peur. Les changements de paradigme, etc. font peur. Si on comprend que ce sont nos patients qui ont besoin de ça pour que nous, on leur apporte une plus-value médicale avec notre expertise, à ce moment-là, les patients, eux, il n'y a aucune méfiance, aucune réticence à l'usage de la tech. Je suis Pablo Palmino, donc de chez Liaison Vocale. Alors nous, on n'est pas tout nouveau dans le domaine, ça fait 20 ans qu'on est là. On travaille vraiment depuis 20 ans dans la reconnaissance vocale. Et depuis quelques années, on entend beaucoup d'intelligence artificielle, mais nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on traite la voix. Et donc, on a vu un bouleversement du marché ces derniers mois. Et effectivement, une toute nouvelle approche de la voix aujourd'hui. Alors, Liaison Vocale fait quoi exactement? On s'occupe des standards téléphoniques des établissements de santé. Donc, grosso modo, on fait jouer un message d'accueil et on transfère les appels vers la bonne personne et le bon service. Cette approche-là a été bouleversée avec l'arrivée de l'IA, et aujourd'hui, on est vraiment pas seulement dans un transfert d'appels, mais plutôt vraiment dans un dialogue avec l'appelant pour comprendre sa demande et vraiment l'accompagner de A à Z, tout ça au téléphone. On a lancé ce qu'on appelle Polaris, qui est vraiment un agent conversationnel qui va dialoguer avec le patient dans des spécialités médicales, notamment l'imagerie médicale, où on va poser des questions très précises pour pouvoir justement aller jusqu'à la prise de rendez-vous directement au téléphone. Voilà. L'IA ne va certainement pas remplacer l'humain, il est là pour l'assister, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui tous les jours. Il est vraiment là pour décharger les équipes médicales dans leur quotidien, notamment dans le désengorgement de l'accueil téléphonique, et c'est comme ça qu'on accompagne les établissements, et il ne faut certainement pas avoir une crainte par rapport à ça. C'est pas du tout le but de l'IA, c'est vraiment d'accompagner les équipes médicales aujourd'hui dans leur quotidien et non pas du tout de les remplacer.
crois qu'on a beaucoup de chance d'être au XXIe siècle et d'être à la période où arrive un outil formidable qui est l'intelligence artificielle. C'est aussi important que l'imprimerie, c'est aussi important que la machine à vapeur. Encore faut-il apprendre à s'en servir, à ne pas en avoir peur, à ne pas fantasmer autour, mais à regarder tout ce qu'elle peut nous apporter et aussi quelques risques qu'il y a à l'utiliser. Mais dans l'ensemble, si on sait bien le faire, on va vraiment tous pouvoir en profiter. Alors l'IA, elle peut aider à faire des diagnostics en aidant à analyser notamment les différentes techniques qui permettent de faire des images, les images de radiologie, les images de dermatologie, les images au microscope d'anatomie pathologique, qui s'analysent beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle. Et puis après, il y a des questions de synthèse. Est-ce que l'IA va remplacer un docteur ? Moi, je ne crois pas. Mais est-ce qu'un docteur qui utilise l'IA, qu'on pourrait appeler un médecin augmenté, va faire mieux qu'un médecin qui ne l'utilise pas ? Oui, certainement. Mais je crois aller dire que vous pensez qu'un jour, on ira se faire soigner par une machine. Je crois que ça n'arrivera jamais. Je pense que l'aide de tous ces outils numériques, elle est extraordinaire, mais parfois il faut se tromper. Il faut bien avoir en tête que leur objectif, ce n'est pas la vérité, et qu'en santé, ce n'est pas un diagnostic. Donc il faut absolument toujours qu'une validation humaine avant de pouvoir les utiliser. Moi, je suis le concepteur d'application Canopé qu'on a créé au moment du Covid et donc on a diffusé avec l'aide d'ailleurs des GAFAM, il faut quand même les remercier. C'est une application gratuite qui est aussi un objet de recherche. Je pense qu'on est à un carrefour intéressant, sociétal et technologique, qui permet d'introduire des nouveaux outils dans le schéma d'organisation du soin. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une solution comme le microscope à l'époque l'a été pour capturer les microbes ou les visualiser. Maintenant, il faut bien réfléchir à la façon dont ça peut profiter au système de santé. Moi, j'aurais deux réflexions. Une première réflexion, c'est les déserts médicaux et la pénurie de soignants par rapport à l'accroissement des pathologies et en particulier les pathologies chroniques. Ça, c'est une aide massive. Et le deuxième élément, c'est la scalabilité qui permet d'avoir des outils déployables à l'infini pour un coût relativement modeste qui vont nous permettre aussi de faire des stratégies de prévention ou de repérage précoce économiquement acceptables. Alors, il faudra voir si énergétiquement on va s'en sortir avec les LLM et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, c'est ces deux voies-là, à mon avis, qui me paraissent très intéressantes en termes d'accompagnement sur le déploiement de la santé des territoires. Si on reste sur des principes de soins du 19e ou 20e siècle, les patients venaient à nous. Donc si on avait l'efficacité, l'acceptabilité et l'implémentabilité, c'était pratiquement acquis puisque la personne venait vers nous dans l'objet de se faire soigner. Et c'était d'ailleurs plutôt élitiste comme démarche. Maintenant qu'on a déployé des solutions et qu'on a énormément de gens qui sont suivis dans le pipe, on ne peut plus garder cette logique de château fort. Il faut que la santé elle aille au contact des soignants. Et donc, je pense que cette stratégie-là, elle est importante à réfléchir dans les dimensions éthiques et dans les dimensions économiques, puisque Madame Cazeneuve, ce matin, elle a bien montré le challenge entre combien ça coûte et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est cette part d'engagement pour garder notre modèle de santé sociale qu'il va falloir promouvoir. Et peut-être, pour répondre à votre question, le plus les médecins engageront dans cette révolution technologique, le plus on pourra aussi réfléchir à un nouveau modèle de santé. Merci pour l'organisation et l'accueil chaleureux et à l'année prochaine, on espère, pour Tech for Health. J'ai retenu que c'était hyper bénéfique pour toutes les startups qui se lancent dans la tech, que ce soit au niveau de l'IA, que ce soit au niveau vraiment du service aux patients. Aujourd'hui, on a eu des intervenants à cette conférence qui étaient hyper intéressants parce que c'est des gens qui ont vraiment un regard sur les problématiques de la santé. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on avait besoin d'évaluation du patient, on avait besoin de tâches administratives moins contraignantes pour les professionnels de santé. Et en fait, ça donne du baume au cœur pour toutes les startups, un petit peu comme nous. Aujourd'hui, moi, je travaille effectivement avec Other Health sur la prise en charge du patient sur les pathologies chroniques. Et les pathologies chroniques, comme disait Marguerite Cazeneuve ce matin, c'est 17% d'obésité en France, c'est beaucoup de cancers, beaucoup de patients qui vivent avec une souffrance au quotidien. Et le but, c'est de trouver en fait aujourd'hui comment on aimerait améliorer la santé de demain
pour faire en sorte que ces patients puissent vivre au quotidien avec une pathologie qu'ils n'ont pas demandé, mais accessoirement comment on peut faire pour améliorer leur vie au quotidien à domicile ou au sein de fluidifier leur parcours au sein des établissements de santé. Alors effectivement, aujourd'hui, on est très fiers de coporter avec l'association Timéo 18 qui est basée à Bourges un article 51 sur la prise en charge de l'obésité en France. Ça fait 3 ans aujourd'hui que l'article 51 est lancé et ça, en fait, c'est une super fierté parce que c'est rare d'avoir des articles 51 qui durent dans le temps. Il y en a beaucoup de propositions de protocoles de prise en charge et l'obésité est quand même aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler et c'est gratifiant de se dire aujourd'hui on aide des associations comme ça pour faire en sorte que les personnes atteintes de l'obésité puissent vraiment évoluer et grandir avec leur pathologie, mais en même temps leur apporter un confort de vie au quotidien avec le rayonnement et la transdisciplinarité entre les différents professionnels de santé qui peuvent intervenir auprès de ces personnes-là. Alors aujourd'hui, en fait, Other Health, c'est une plateforme web qui permet en fait d'analyser avec une intelligence algorithmique. On analyse le patient atteint d'une pathologie chronique. On interroge le patient sur 155 points, ce qui va faire en fait qu'on va trouver un protocole de prise en charge adapté aux besoins du patient par rapport à la norme, mais par rapport aux besoins réels du patient. Donc ce qui va permettre derrière de libérer du temps de consultation pour les médecins qui arrivent en fin de parcours d'HDJ et donc ce qui permet de pouvoir vraiment accueillir le maximum de patients dans les règles de l'art et faire en sorte que le patient reparte avec son compte rendu, sa synthèse à la fin de la demi-journée. Alors Jean-Bernard Casté, je suis directeur général adjoint Affaires publiques santé à la MNH et à ce titre je travaille sur les affaires publiques de la MNH, les partenariats avec les établissements de santé et l'ensemble de l'écosystème sanitaire, social et médico-social, mais aussi la prévention, l'action sociale et la RSE du groupe. Alors pour nous ce salon est très important parce que c'est une mise en réseau en fait de différents acteurs. Le salon infirmier était déjà très bien implanté à l'échelle nationale, mais l'idée c'était en fait de renforcer les interactions à la fois avec les experts des ressources humaines en santé et aussi avec la partie nouvelles technologies en santé. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui on ne peut plus travailler à l'hôpital dans l'écosystème sans penser aux nouvelles technologies qui vont transformer les pratiques des professionnels de santé et libérer du temps pour le soin aux patients, le soin direct aux patients. Et je crois qu'on a vu là au cours de ces 2 journées toutes les initiatives qui sont prises par différents acteurs de l'écosystème, public, privé, des personnes qui sont engagées pour faire en sorte d'améliorer le système de santé de demain. Alors en fait, l'objectif de ces salons, c'est vraiment de regrouper ces acteurs qui ont des regards différents mais très complémentaires et tous focalisés autour de la bonne prise en charge des patients et puis de l'accompagnement des professionnels de santé. La MNH, depuis plus de 65 ans, accompagne les professionnels de la santé et du social en les protégeant bien sûr, mais en étant aussi à leur côté sur des sujets de conditions de travail et aussi de conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Et donc l'idée, c'est au travers de ce croisement des différentes expertises, de pouvoir créer des interactions entre le public infirmier qui est aujourd'hui très spécialisé et en attente d'innovation et de nouveautés et puis les acteurs RH et les acteurs de la tech en santé qui sont très nombreux et qui ont besoin de pouvoir échanger sur leur pratique professionnelle. Et je crois qu'on a réussi ça aujourd'hui avec ces 2 salons. Je crois que l'efficience aujourd'hui elle est incontournable, ça nous a été rappelé dans la conférence inaugurale notamment par Marguerite Cazeneuve. Il y a des échéances extrêmement fortes pour le système de santé, il y a la nécessité de travailler sur la juste prescription, sur la pertinence des actes, de remettre le patient au cœur du système et je crois qu'on a vraiment vu que l'ensemble des acteurs sont mobilisés via la tech en fait pour libérer ce temps et être au plus juste pour pouvoir prendre en charge la réalité d'un virage démographique qui arrive et puis la nécessité de pouvoir encore une fois travailler de plus en plus pour le patient et avec des ressources humaines qui sont précieuses aujourd'hui, à la fois médicales et paramédicales. On est très satisfait des interactions et puis du visitorat qui a été très important. Je m'appelle Foresight Data Agency, je m'appelle Adel Mebarki, je suis CEO de la structure. On travaille sur la compréhension de l'expérience patient et plus particulièrement son influence sur la prise en charge des croyances des patients pour adopter soit des prises de médicaments, soit des pratiques médicales. L'enjeu pour nous est d'améliorer l'efficience du système de soins en prenant en compte cette réalité de la perception patient et donc accompagner les praticiens, les institutions publiques sur prendre en compte l'expérience patient dans leur prise de décision et la mise en place de parcours de soins les plus adaptés
à toutes les typologies de population prises en charge par notre système de soins. Il y a une réalité, c'est qu'on a beaucoup d'adoptions de certains patients qui sont ce qu'on appelle des early adopters et qui sont donc du coup appétents à vouloir améliorer leur prise en charge. On a une difficulté aujourd'hui très prégnante qui est que le patient s'auto-médique au sens il prend ses propres applications, ses propres solutions et ça ne rentre pas forcément dans le parcours, ce qui pose des problématiques à la fois d'évaluation mais aussi à la fois d'impact sur la prise en charge. Et puis il y a une autre partie de la population qui est pour le coup malheureusement majoritaire aujourd'hui, qui n'est pas encore dans une pratique réelle de l'e-santé au sens où elle n'est pas déployée, ce n'est pas un usage au quotidien. Et ça pour moi c'est vraiment un des axes les plus importants pour l'efficience du système de soins de demain, c'est de pouvoir améliorer cette adoption des solutions numériques auprès des patients. On a beaucoup entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Thierry Casasnovas qui a beaucoup promu le jeûne thérapeutique, notamment dans la prise en charge du cancer, c'est-à-dire que ça a amené des dérives en termes de santé publique, l'abandon de soins, l'abandon de prise de traitement anticancéreux à travers le jeûne thérapeutique. Et ça, c'est un enjeu qui a eu un impact médical majeur avec des vies qui ont été mises en danger, des croyances au niveau des patients qui ont fait qu'ils ont moins adopté un certain nombre de pratiques médicales qui sont importantes. Donc la désinformation en santé, c'est plus un sujet de savoir si elle a un impact réel ou pas. Il y a beaucoup de publications qui le démontrent. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment on la prend en compte dans la prise en charge. Et c'est un peu notre mission, notre vision chez Foresight, c'est de pouvoir accompagner les institutions et les industriels sur prendre en compte cette réalité et donner les clés de lecture pour le médecin, pour le pharmacien, pour l'infirmier, pour qu'ils puissent avoir des arguments, comprendre quelle est la croyance du patient et pouvoir l'accompagner pour qu'il soit mieux apte à appréhender les vrais traitements et la vraie prise en charge médicale validée.